Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo stray d'horreur. J'ai repéré 3 strays d'horreur, mais avant ça, bienvenue sur un nouvel épisode d'horreur anormale. Le premier stray, c'est le manoir hanté. Le père Nagnon et ses frères du village ouvrent un orphelinat vers l'an 1850. Faute de compétences et à court d'argent, ils décidèrent d'exploiter les nombreux enfants qu'ils accueillirent. Incapables de les nourrir, ils forcèrent à attirer des sans-abri des villages voisins. Une fois les vagabonds dans l'orphelinat, les orphelins furent obligés de les tuer et de se nourrir de leurs victimes pour survivre. Après de nombreuses disparitions, les villageois découvrirent l'horreur qui se déroulait au manoir. L'orphelinat fut alors fermé, tous les occupants tués sous prétexte qu'ils étaient manipulés par le diable. Le père Nagnon aurait quant à lui brûlé sur le bûcher. En gros, là, en fait, le bail, là, wesh, c'est dangereux. Il y a le daron et ses frères, wesh. Ils ont fait un orphelinat, wesh, à l'époque. Et genre, wesh, j'ai utilisé les gosses pour les accueillir. Pour accueillir des SDF. Wesh. Et ils font ça bouffer son abri. Ah ouais. C'est chaud, ça. Bien galère. Il respire un manoir, ça, c'est dingue. Les siècles passèrent et les descendants Nagnon n'osèrent jamais reprendre les terres. Ce n'est que beaucoup plus tard que le petit-fils Tommy voulut changer les choses en transformant l'orphelinat en hôtel. Les travailleurs commencèrent à mourir ou à disparaître pendant les rénovations. Alors j'ai changé le nom parce que on va pas mettre le vrai prénom. Le projet fut abandonné. Le temps passa et vint à l'esprit de Tommy une idée: utiliser les terres environnantes pour créer un complexe familial agréable. C'est ainsi qu'il créa un refuge animalier, des jeux extérieurs, un parc aquatique, des terrains de camping et même un château magique. Oula, il se met sur le ballon. Il voulait créer un endroit joyeux après les atrocités perpétrées par ses ancêtres. Le site devint rapidement populaire, attirant de plus en plus de visiteurs curieux. Seuls les plus courageux osaient s'aventurer au manoir, qui, selon les dires de tout le monde, était hanté. Tommy autorisa ses intrépides à y aller, à condition de signer une décharge de non-responsabilité. Aujourd'hui, des millions de visiteurs visitent le complexe, mais seuls les plus téméraires osent explorer le manoir sans disant hanté. Et vous, oseriez-vous vous y aventurer? Est-ce que vous y aventurez, les frères? Est-ce que vous, là, vous seriez capable de vous y aventurer dans un putain de manoir hanté sa mère, que là-dedans il y a des monstres du turfu qui y écroulent? Est-ce que vous y irez? Répondez, les frères. Ouais. Deuxième trait d'horreur, David McCallum et le jeu Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborda 2 gars âgés de 15 ans. Il leur proposa de venir chez lui, écouter du heavy metal. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais mettre une image maintenant à l'écran de ce que c'est le heavy metal. Voilà. Étant passionnés par cette musique, les adolescents Michael et Ridge et Stephen Cullen acceptèrent l'invitation et suivirent ce nouvel ami plus âgé qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen furent frappés par le désordre qui régnait à son domicile, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoyaient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce trônait un autel drapé de noir, avec des cierges allumés à chaque extrémité. Donc là, alors, je vais mettre maintenant le tueur en série Charles Manson. D'un ton paisible, McCallum expliqua à ses invités qui semblaient perplexes. Cet hôtel dédié à Satan, mon ami Dennis et moi-même vouons un véritable culte au diable. Nous utilisons le Ouija pour entrer en communication avec les morts. Alors en gros là, je sais pas si vous connaissez la table de Ouija, c'est genre en gros, je vous mets une image. Il y a un truc où il y a une goutte, genre tu mets ton doigt dessus
Et genre, tu poses des questions et Skip, l'esprit, il va peut faire ce qu'il veut. Genre, tu poses des questions, exemple, es-tu méchant? Mais il va rester passer dans oui ou non. Tu vois, comme ça. On va continuer. Tout fier, il montra du doigt le plateau de jeu posé au pied de l'hôtel et proposa une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen, j'ai aussi changé de nom pour cette histoire. Michael et Stephen acceptèrent. Une fois Denise arrivée, les 4 jeunes gens s'installèrent autour du plateau de Ouija, assis par terre. Suivant la tradition du jeu, chacun déposa une main sur le triangle mobile au centre du jeu. Presque instantanément, la voix soudainement très rauque de McCallum rompit le silence. « Satan, tu es parmi nous. Donne-nous tes ordres. Dis-nous ce que tu désires que nous faisions. » McCallum se leva brusquement, saisit violemment le jeune Michael et le projeta sur le lit. Il l'immobilisa sur place, puis, armé d'un couteau de combat, il poignarda sauvagement ses victimes. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du pauvre jeune homme. Il a fait un massacre. Denise, qui tente tant bien que mal de retenir Stephen, terrorisé, finit par crier à McCallum. « Arrête, David, arrête, il est mort !» Dans un sursaut, Stephen parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seul, David et Denise enveloppèrent le cadavre dans une couverture et décidèrent de le transporter dans le coffre de leur voiture et s'en débarrasser dans une décharge publique. Une décharge publique. Enfin, foutu dans l'eau, moi. Hein. Bref. Peu de temps après, ils sont arrêtés grâce aux indications fournies par le jeune survivant du massacre. Il s'avère que les 2 adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique. La policière pour divers événements survenus dans le passé. Lors de son procès, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'ont poussé à commettre son geste. Les juges le condamnèrent à une détention à vie à l'hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Son complice fut quant à lui condamné à 10 ans de détention dans un autre établissement psychiatrique. Ah ouais, c'était un problème ça. Bon, là en gros je vais faire un petit récap. Alors en gros il y a un mec, je crois que c'était David, ouais. Il a allé chercher des gens. Genre le but c'était de faire un jeu de Ouija pour faire un pacte avec Satan. Et genre c'est parti en yuck. Il s'est fait posséder. Et genre il a buté quelqu'un, je sais plus c'était trop qui. Je sais plus trop, je crois que c'était David. Ouais je crois. Et c'est Michael, il a buté quelqu'un. Yo les gars, là c'est moi du montage. Non en fait c'est David qui a tué Michael. Voilà. Désolé, bonne vidéo. Et genre Denis essaie de l'empêcher. Et genre après il a repris ses esprits. Et genre ils sont dans un hôpital psychiatrique parce que ils avaient fait... un était dans un hôpital psychiatrique à vie. Et l'autre il est dans un hôpital psychiatrique autre pendant 10 ans. Et on va passer au 3e. C'est très d'horreur. La station-service. La nuit était sombre et brumeuse, et Xander luttait pour rester réveillé, alors que la route était sombre, froide et détrempée. Le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas, et elle ignorait totalement où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station d'essence, douteuse malgré tout. Comme elle n'a pas le choix, elle s'y arrête pendant que le commis fait le plein. Ce dernier semble très distrait par l'arrière de l'U-véhicule, je sais pas trop si ça se dit. Il s'exécute à fond mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire le problème alors qu'elle se retrouve seule dans une petite station-service délabrée, en plein milieu de nulle part, et que le commis a des comportements étranges. Le cœur de Xander bat la chamade. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de forcer
À l'intérieur du bureau, une fois à l'intérieur, il lui dit: il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. La femme apeurée partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière. Au bout de quelques minutes, Xander regarda dans son rétroviseur et vit un homme avec un chandelle à capuchon et une hache dans la main, sur la banquette arrière. Sur le champ d'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Xander fut retrouvé quelques jours plus tard. Donc, c'est la fin de l'histoire, mais j'ai la conclusion de la police de ce qui s'est passé. Donc, des années plus tard, ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série qui avait eu la peau de Xander. En gros, ils ont réussi à choper le tueur qui l'ont buté, quoi. C'était genre assez chaud quand même, là, je trouve, pour 3 premiers traits d'horreur. Donc en vrai, carré. En vrai, je pense que pour des premiers traits d'horreur, c'est pas non plus trop chaud, vous voyez. Moi, je pense ça passe en vrai. Ça passe. Bon bah les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Parce que lâchez un petit like, abonnez-vous. Mais avant ça, j'ai eu une idée où je vais vous raconter vos traits d'horreur qui se sont passés chez vous. Donc je vais faire un petit truc là, où il y aura une adresse mail, vous pourrez m'envoyer vos messages, tout ça. Donc salut les gars, c'était le coureur. Tchuss les gars.